Alors, bonjour à toutes et à tous. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour faire un podcast autour des activités de la fédération, parce qu'on connaît aujourd'hui une forte actualité. On a un contexte qui est assez émouvant, avec beaucoup d'évolutions sur l'emploi, des attaques sur le temps de travail. On voit aussi de nombreux sujets se profiler sur une difficulté à faire augmenter les salaires. Et on l'a vu à travers la presse, on a pas mal d'événements qui se sont déroulés ces derniers jours dans plusieurs grosses entreprises avec des suppressions de postes dans certaines. Dans d'autres, on a des attaques sur les conditions de travail et notamment sur le télétravail. Et on a eu aussi quand même un sujet qui a défrayé la chronique concernant Capgemini et l'assistance qu'apportait l'entreprise au projet trumpiste d'attaque contre les migrants là-bas. Donc on s'est réunis aujourd'hui pour faire un peu le point sur ces différents sujets, sur notre actualité. Donc je suis entourée de plusieurs camarades, certains présents pour leur expertise sur les différents sujets, quand d'autres sont en première ligne sur les batailles qui sont menées actuellement dans notre secteur. Alors je suis Céline Viken, secrétaire générale de la Fédération des sociétés d'études CGT, qui porte sur le champ du numérique, du conseil, de l'événementiel, de l'ingénierie, de l'expertise comptable, l'expertise automobile et toutes les professions du juridique qui ne sont pas des professions liées à l'État, c'est-à-dire les avocats à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers, les greffes de commerce, etc. Et autour de moi, j'ai invité 3 camarades pour pouvoir échanger sur les problématiques qui nous touchent très directement actuellement. Je vais les laisser se présenter. Donc Marc Verret, délégué syndical chez EY et Associés. Oui, et Kevin Guillas-Cavant, je suis dans un bureau d'études qui travaille pour le monde syndical et du travail sur les questions notamment de projets alternatifs, notamment de décarbonation, mais aussi de reprise d'entreprises en SKIC, en SCOP, et qui en ce moment, il y en a quand même bien besoin. Et je suis aussi à la fédération depuis pas très longtemps désormais, mais à la CGT depuis plus longtemps. Et donc Léo Mariazine, je suis délégué syndical CGT, évidemment, dans une agence d'urbanisme et d'environnement qui s'appelle l'Institut Paris Région. Alors, concrètement, pour poser un peu le contexte, et ensuite je donnerai la parole à Kevin, qui est beaucoup plus à même que moi d'évoquer les différents sujets économiques. On le voit, en fait, depuis 2-3 ans, la situation se durcit fortement dans le secteur dit des bureaux d'études, qu'on a coutume d'appeler Syntec, mais c'est une erreur parce que Syntec, c'est le nom de l'organisation patronale, qui couvre quand même à peu près 1 300 000 salariés. On parle là du numérique, on parle du conseil, on parle de l'événementiel, mais on parle aussi de l'ingénierie. Donc tout cet ensemble en fait, est concerné aujourd'hui par de nombreuses attaques sur le niveau de l'emploi. Alors ce sont plutôt des ruptures conventionnelles collectives qui offre au patronat le mérite de pouvoir se débarrasser des salariés qu'il ne veut plus sans avoir à bouger nécessairement les postes et donc concrètement à changer un peu soit les profils, soit carrément à se débarrasser de certains salariés pour en prendre d'autres et exercer exactement les mêmes fonctions. Donc on le dit, ça fait 2-3 ans que la situation se durcit au prétexte de nombreux sujets, notamment des difficultés que peuvent rencontrer leurs clients, mais c'est aussi en lien direct avec un certain nombre de positionnements issus des budgets de l'État et d'une politique gouvernementale qui désinvestit certains sujets pour en investir d'autres. Pour commencer en fait à aborder ces premiers sujets, je vais donner la parole à Kevin qui va un peu nous expliquer quel est le contexte économique réel qui est souvent utilisé pour prétexter un certain nombre d'évolutions, même si on ne peut pas toujours dire que les choses soient avérées. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation économique en France et puis on ira plus précisément sur nos secteurs parce qu'en plus en fait des bureaux d'études qu'on vient d'évoquer, nous on est quand même nos métiers portent plutôt sur l'expertise et sur les professions juridiques qui ne sont pas particulièrement touchés par une crise, même si certains peuvent parfois, ça et là, rencontrer des difficultés. Alors, qu'en est-il actuellement, Kevin, en France
et puis par extension en Europe avec l'ensemble de l'écosystème économique. Merci Céline, et puis merci de l'invitation, et puis bonjour à tous et toutes. Effectivement, depuis longtemps, on est dans le capitalisme français, dans un capitalisme sous perfusion, comme le disait un rapport du Clercé commandé par la CGT. On l'a vu là aussi avec le récent rapport parlementaire Guerre-Hitman, 211 milliards qui sont donnés chaque année au capital sans condition par l'État. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pognon en France, que le capital n'en a pas. Quand il en est à verser 107 milliards de dividendes comme cette année, il y a de l'argent, mais c'est un peu, on prend les 107 milliards pour nos dividendes et on fera les investissements si l'État nous subventionne. Et donc, on est très très dépendant des décisions de l'État. Et on voit qu'en ce moment, elles sont en train de changer assez massivement, avec une réallocation du budget de l'État vers l'armée. Cette année, le budget de l'armée prend 6,7 milliards, rien qu'en 2026. Puis c'est pas nouveau, sous Macron, depuis 2017, il a pris 75% le budget de l'armée. Donc on n'est pas loin d'un doublement du budget de l'armée sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. C'est 8,2% du budget de l'État. Le nucléaire à lui seul, c'est 7,3 milliards d'euros. Enfin, on en est à 20 millions par jour pour le nucléaire. Donc en fait, à chaque fois que vous vous levez le matin, c'est 20 millions qui partent dans les têtes d'ogives. Et puis je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Macron hier à l'île Longue. Il nous a dit qu'il faut encore plus de têtes d'ogives, il faut défendre la capacité nucléaire française. Donc on voit bien, l'argent, il part de plus en plus dans l'armée. Et encore, je parle que de l'armée, je rajoute même pas la sécurité, la police, etc. Là, on en arriverait encore bien au-delà de ça. C'est désormais le premier budget de l'État de très loin, devant l'éducation nationale. Donc bon, on voit quel avenir on se réserve aussi. Voilà. Les perspectives, elles sont quand même pas bonnes du tout. On voit bien là, l'emploi diminue, le chômage remonte. On a connu une belle embellie après le Covid où il y a eu une reprise, mais là, depuis 2 ans, l'emploi diminue. On en est cette année à moins 40 000 en 2024. Et puis, c'est surtout, en fait, là où l'emploi est le plus supprimé désormais. Alors, pour le moment, c'est l'agriculture et la construction qui ont pris le plus cher. Les services dont on fait partie, les services marchands notamment, n'ont pas trop pris pour le moment. Ils ont embauché beaucoup après le Covid et ils n'ont baissé que de 0,2% l'emploi en 2025. Mais donc, en fait, il y a du gras à tailler pour les capitalistes. Ils sont en train de faire en fait ce qu'a fait l'industrie depuis 2-3 ans à bas mot. Et puis là, maintenant, ça arrive dans nos secteurs où l'IA sert de catalyseur à ça. Alors, il y a des vrais changements liés à l'IA, il ne faut pas les nier, mais il y a aussi parfois un beau prétexte offert par l'IA pour aller couper les emplois. On en est là. Moi, je bosse pour un bureau d'études qui bosse sur les projets beaucoup de décarbonation de l'industrie et qui assiste les syndicalistes, les CE, sur le montage de projets alternatifs. Alors de plus en plus, on bascule, nous, sur aider les camarades à faire des reprises en scope, en SKIC de leur entreprise en faillite, parfois en leur démontrant avec les camarades que les entreprises, elles sont rentables, si on coupe un peu dans les dividendes ou ce genre de choses. Mais à chaque fois qu'on va voir l'État, différents services de l'État, la BPI, etc., pour demander un peu d'argent pour relancer l'activité, la réponse, elle est quand même assez sidérante. C'est nous, on n'aide pas les entreprises en difficulté. On nous l'a dit comme ça. On n'en est pas là à aider des entreprises en restructuration. Donc, en gros, si vous allez bien, on vous finance. Si vous allez mal, on vous finance pas. Mais en fait, si vous allez bien, on n'a pas besoin de l'État pour vous financer. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. On en est là, quoi. Donc, on en est à un État qui nous dit on met 53 milliards d'euros cette année pour investir dans l'industrie. Mais ça va à des gros projets qui ont déjà de quoi faire, à des grosses entreprises qui ont déjà de quoi faire et qui, pour le moment, surtout, attendent, en fait. Elles sont dans l'attentisme le plus total. Et puis, il ne faut pas croire, et c'est un discours qu'on entend parfois, que l'armée, bon, on n'aime pas trop, mais ça va quand même relancer l'économie. Mais ça ne va rien relancer du tout. Quand on regarde, moi j'étais il n'y a pas longtemps à discuter avec des camarades de la sidérurgie. Et ce qu'ils nous disent, on produit 10 millions de tonnes d'acier en France par an. Il y en a un quart qui part pour l'automobile. Si on voulait absorber ce que fait l'automobile, il faudrait produire 40 000 chars. Il y en a 200 actuellement en France. Donc, c'est pas même en doublant, triplant le nombre de chars qu'on va relancer l'économie. Donc, en plus, c'est un mensonge. Donc, l'État met de l'argent dans l'armée pour des choses, pour des armes qui sont censées servir. Donc, on n'est quand même pas trop chaud d'envoyer nos enfants, je pense, au front. Mais en plus, ça ne relancera pas l'économie. Donc, c'est un peu double peine pour tout le monde. Et puis, la décarbonation, elle est complètement abandonnée. Et ça touche beaucoup. En fait, je pense nos secteurs, notamment les bureaux d'ingénieurs, etc., qui se voient coupés d'un marché qui était
non seulement prometteur, et puis en plus nécessaire. Alors bien sûr, il y a les incertitudes législatives, ils se cachent un peu derrière, hein, on ne sait pas, tout évolue, on ne sait pas trop l'état, mais en fait c'est surtout qu'ils n'ont pas envie. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour le patron de Tereos, c'est des gros sucriers dans le nord de la France, qui disait on repousse la décarbonation. Je ne peux pas m'empêcher de le citer un peu. Il disait on a enclenché un programme de 800 millions d'euros sur 10 ans pour décarboner. On en a déjà investi 200 millions à ce jour, mais on réfléchit vraiment à reconsidérer la planification de nos investissements. Ce qu'on avait prévu de faire en 10 ans, on va le faire en 12, 13, 14 ans ou plus. Donc, ils repoussent tout. Donc, bien sûr que nos entreprises qui dépendent de ces donneurs d'ordre, ils se retrouvent aussi à attendre, quoi. Et puis, si on en est là, les entreprises, en même temps, elles n'ont pas intérêt à faire de la décarbonation. Et comme l'État ne les y pousse plus, elles n'iront pas vers ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que dans 3-4 ans, elles y repartent. Elles n'y ont pas intérêt. On a aussi entendu le patron de BlackRock qui a envoyé une lettre à tout le monde, à tous ces investisseurs dans le monde pour dire nous, on vous invite à prendre position dans les conseils d'administration contre tout investissement qui vise la décarbonation parce que c'est contre les intérêts financiers de nos mandants. Bon, on en est là. On en est à l'État met plus de pognon dans quoi que ce soit à part la défense. Les patrons, et notamment les financiers, ne veulent plus faire même semblant de faire du capitalisme vert. Et puis, tout le monde attend. Tout le monde attend de voir comment ça se décante. Et puis, comme je le disais, ça se décante, on va vers de plus en plus d'armées. Et c'est pas ça qui va en plus relancer l'économie et donner de l'emploi, en plus d'aller vers une boucherie sans nom, quoi. Alors, sur ce sujet, je t'interromps juste quelques minutes pour donner la parole à notre camarade Léo, qui, lui, est impliqué, en fait, notamment dans les questions environnementales, en tout cas en partie, et est directement concerné par cette évolution des réallocations, cette réallocation, en fait, des fonds de l'État. Donc, je vais te laisser la parole, Léo. Tu pourras ainsi expliquer un peu les évolutions que tu rencontres, mais aussi les combats que tu mènes de ce point de vue. C'est assez ambitieux, je vais essayer. En tout cas, merci déjà, camarade, parce que tu vois ce que tu décris, moi je le vis dans mon entreprise. Je travaille dans une agence d'urbanisme et d'environnement qui est financée en grande partie par la région Île-de-France, mais aussi par l'État et ce qu'on appelle les collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements, les communes, les intercommunalités. Nous, on apporte de l'expertise pour mettre en place la transition écologique dans les territoires. Et ce que tu dis sur ces acteurs, qu'ils soient privés ou publics dans l'État, qui s'en foutent maintenant de la transition écologique, je dirais que c'est même encore pire que ça. C'est-à-dire qu'on est en train de déconstruire méthodiquement l'ensemble des acteurs qui vont nous permettre de faire en sorte que nos activités soient compatibles avec les limites de la planète et la préservation du vivant. C'est ça qui est en train de se passer. Nous, par exemple, on a perdu 30% de notre subvention régionale en 3 ans. Le budget 2026, c'est l'austérité, c'est des milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les acteurs qui vont nous financer et qui ont besoin de notre expertise. Et forcément, là où ils coupent en premier, c'est dans la transition écologique parce qu'ils sont déjà complètement à l'os. Et quand je parle avec d'autres agences, que ce soit l'ADEME, que ce soit l'Office français de la biodiversité, j'ai l'impression de parler avec des collègues, tant ce qu'ils vivent, c'est la même chose en termes de réduction des budgets, en termes de réorganisation des effectifs, en termes de fusion des différentes structures pour donner finalement, en bout de course, quelque chose dont on ne comprend plus vraiment le sens. Et moi, je vais vous le dire, on est dans une situation où finalement, ces acteurs-là sont complètement à l'os. On a par exemple l'ADEME, on veut s'en prendre à leur direction régionale, ce qui fait en sorte qu'il est possible que si la loi passe, l'ADEME n'existe plus en tant que telle, alors même que l'ADEME, c'est quand même une structure que le grand public a à peu près identifiée. C'est la même chose pour l'Office français de la biodiversité, ils ont subi une austérité qui était assez terrible. Là, cette année, c'est surtout des attaques symboliques, des attaques politiques contre cette structure, avec des attaques contre leurs différents locaux par des organisations de la droite extrême ou de l'extrême droite, avec finalement un État qui ne trouve rien de mieux à redire à ça que de sous-entendre que la nouvelle directrice qui a été nommée à l'Office français de la biodiversité, elle serait peut-être un peu de gauche et que finalement, c'est quand même pas terrible sur le plan de l'objectivité ou je ne sais pas quoi. Donc on n'arrête pas de vivre des choses comme ça. Et j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu dis, peut-être qu'on pourra revenir un petit peu plus dans la mobilisation, que ce qu'on a pris aux collectivités territoriales, ce qu'on prend à la transition écologique, c'est à peu près ce qu'on est en train de donner en plus au budget militaire. Et ça, c'est une première chose qui vient nous étouffer. Et nous, ce qu'on constate en parallèle, c'est qu'il y a une réorganisation, un redéploiement de nos activités
vers le militaire, c'est-à-dire qu'en plus de ne pas investir dans la transition écologique, on dévoie certaines activités des agences vers du militaire. J'ai un exemple avec Santé publique France. Santé publique France, ils font beaucoup de prévention sur les questions de santé, et c'est vraiment un acteur qui permet de contrer l'influence des lobbies. Là, on leur a annoncé en janvier qu'on allait prendre leurs activités de prévention, qu'on allait les mettre ailleurs, mais on leur a aussi annoncé, tenez-vous bien, que certaines de leurs activités, et notamment certaines de leurs réserves pharmaceutiques destinées à des opérations d'urgence, notamment à Mayotte, elles allaient être redéployées dans les services du ministère de la Santé. Et pourquoi ? Parce qu'en cas de conflit militaire sur le continent européen, il fallait qu'on soit beaucoup plus réactif, ce qui pose évidemment problème aux salariés qui sont sur place, parce qu'ils se disent attendez, nous, on n'est pas le service santé des armées. Et c'est pareil pour Météo France, avec lesquels on est beaucoup en discussion. Nous, on a leurs syndicalistes, à la dernière Assemblée générale qu'on a organisée, qui nous ont dit de fait des accords entre l'Union européenne et l'État d'Israël, on est de plus en plus chargé d'aider l'État d'Israël, là je vous le dis comme ils nous l'ont dit, à pouvoir poser des bombes sur la population parce que nos données météorologiques donnent des informations à l'armée qui leur est précieuse. Et eux, ils ont dit, nous, on ne s'est pas engagé pour poser une bombe sur qui que ce soit. On a fait ce métier pour éviter que quelqu'un soit mal pris dans une tempête. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une réorganisation de nos activités au profit du militaire, en plus d'un assèchement qui va de pair avec l'austérité et ces budgets qu'on nous impose. Donc il faut absolument résister contre ça. Il faut résister contre tous ceux qui préfèrent les lobbies à l'expertise scientifique. Il faut résister à tous ceux qui préfèrent la guerre à la préservation du vivant. Et c'est dans cette perspective que nous, on se bat, tout simplement. Alors l'intervention de Léo rebondit assez bien avec ce que disait Kevin, notamment sur la réaffectation des budgets de l'État. Et on le voit dans ce que tu disais, Kevin, c'est qu'en fait, derrière ce positionnement étatique, il y a quand même toute l'influence capitaliste, notamment les grosses entreprises. Juste un mot quand même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Au-delà de la réaffectation des budgets, tu exposes quand même des lendemains un peu plus difficiles, on va dire ça comme ça pour le moment. Mais qu'en est-il réellement du contexte économique ? Parce qu'on le voit, il y a encore des centaines de milliards d'euros qui sont distribués, 107 si je me souviens bien, pour 2025, des investissements qui ne sont pas tellement faits mais qui pourraient être faits. Concrètement, qu'en est-il vraiment de la situation ? On sait que certains secteurs ont connu des difficultés réelles, mais finalement, est-ce que dans les services, il y a tant de difficultés que ça, ou bien est-ce que c'est l'appropriation par le capital d'une part plus grande des richesses qui sont générées qui entraîne en fait de facto une telle difficulté ? Je sais, la question est extrêmement difficile, mais je sais que tu es un analyste de qualité et que tu sauras nous répondre. Non, mais merci de la question. C'est effectivement une grande question. Mais on l'a entendu là aussi, Macron qui avait fait cette plaisanterie douteuse en réponse à Trump, son drill baby drill, fort bébé fort, que Macron avait répondu plug baby plug. Donc voilà, nous on va faire du data center en France. Donc de l'argent il y en a. Je veux dire, pour le data center, il y en a. Cette année, si on regarde les investissements qu'il y a en France, la moitié des investissements qui sont faits cette année, c'est du data center. Par contre, le nombre d'emplois qui va être 67 milliards sur 120. Donc, on est un peu plus de la moitié même. Mais c'est pas ça qui crée de l'emploi. Le nombre d'emplois évalués, c'est 2800 que ça va créer. Donc, on est sur peanuts. Donc, ça fait 23 millions d'euros par emploi. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, on investit beaucoup d'argent, effectivement. 67 milliards d'euros, c'est pas rien, largement financé par l'État. C'est vraiment pas rien. Plus derrière, effectivement, tous les investissements qu'on fait dans le nucléaire, dans l'électricité de manière générale, dans les réseaux électriques, il y a tout ça qui vient derrière aussi. Donc de l'argent, il y en a. Mais on a fait un choix qui est du data center qui ne crée pas beaucoup d'emplois. Et c'est ça le drame aussi des services de manière générale. C'est que de toute façon, les services marchands, en tout cas, ils sont très très largement dépendants de l'industrie à la fin. À la fin, les services, ils travaillent directement ou indirectement pour vendre des produits, améliorer des produits, designer des produits. À la fin, c'est bien des produits qu'on vend et des services qui viennent autour de produits. Donc, à la fin, il y a bien une question industrielle qui joue. Et là, il y a une décision de ne plus investir dans l'industrie. Alors, on n'arrête pas de parler de réindustrialisation du pays, mais quand on regarde, on voit là aussi
les usines fermées les unes après les autres. Et le cas, je pense, le plus emblématique de ça, c'est ArcelorMittal. En ce moment, on parle d'ArcelorMittal. On a vu, il y a eu la proposition de nationalisation, notamment portée par nos camarades de la CGT d'ArcelorMittal, qui a été votée au Parlement, refusée au Sénat, avec la droite qui a voté contre, et puis l'extrême droite qui avait poney, visiblement. Bon, voilà. Autant pour les défenseurs des travailleurs qui se prétendent être, mais sans acier, il n'y a rien dans ce pays. Pas d'acier, pas de voiture. Les voitures, c'est quand même la mère des industries pour un certain nombre de choses. Je veux dire, il y a un nombre de services autour de l'automobile, y compris informatique, parce qu'une bagnole aujourd'hui, c'est quand même extrêmement technique, qui sont autour et qu'on n'investit plus. Et nos industries se font piller. Ça, j'ai envie quand même de le dire. Il y a une guerre qui est livrée par les États-Unis au reste du monde, mais dont l'Europe aussi. Et quand on regarde, les États-Unis, les entreprises états-uniennes investissent en masse en Europe pour reprendre le savoir-faire, les brevets, fermer les boîtes ensuite et puis rapatrier la production aux États-Unis. C'est la politique de Trump de réindustrialiser le pays. Alors lui, il le fait à marche forcée de manière pas très coopérative. On en est là aussi. Et les entreprises françaises qui sont contraintes, elles ne mettent pas un grand combat, mais d'aller réinvestir aux États-Unis. Vous savez, c'est carotte ou bâton. C'est même les deux. Les États-Unis, il y a la carotte, c'est toutes les subventions qu'ils mettent parce qu'ils mettent du pognon sur la table. Et puis le bâton, c'est si vous venez pas, de toute façon, vous vous tapez les droits de douane XXL et vous n'avez plus accès au marché américain. Et donc, on voit Stellantis, ils ouvrent aux États-Unis des choses, des nouvelles capacités productives alors qu'ils ferment en France. ArcelorMittal, ils ouvrent aux États-Unis alors on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire en France, mais on est quand même plutôt sur de la réduction de capacité. Et puis tout ça, c'est des services derrière. Quels services vont travailler derrière ? C'est plutôt des services américains, du coup, que des services européens. Donc, on en est à cette situation-là. Alors, il y a un vrai problème pour les services, je ne veux pas le nier. Il y a un vrai problème lié à la commande industrielle et derrière à la commande publique. Voilà, il y a un vrai problème pour les services. Après, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire un petit peu le dos rond, le temps que ça se décante éventuellement ? Est-ce qu'ils ne s'empressent pas d'aller au-devant des desiderata et de dire c'est foutu, l'industrie c'est mort, l'État français c'est mort, partons ailleurs? Je pense que oui, parce que de l'argent, il y en a. Ils ont fait quand même des très très belles années ces dernières années, justement. Après le Covid, on l'a dit, ils ont embauché plus 7%, j'en parlais tout à l'heure, d'emplois. Ils ne l'ont pas fait par altruisme, ils l'ont fait parce qu'il y a eu de l'activité supplémentaire. Donc en fait, il y a eu du chiffre d'affaires supplémentaire, il y a eu du bénéfice supplémentaire, mais ce que répondent les directions dans les services, mais c'est pareil dans l'industrie ou dans l'énergie, quand on regarde Engie, ce qu'ils disent aussi, c'est ça, c'est « Ah bah oui, c'est vrai, on a fait des belles années exceptionnelles avec le gaz, mais vous comprenez, on les a distribués, ce pognon. » Et c'est vrai, objectivement, ils ont raison. Ils l'ont déjà distribué à leurs actionnaires, donc aujourd'hui, l'entreprise, elle l'a plus, ce pognon, puisqu'il est parti chez les actionnaires. Mais ils auraient eu les moyens de faire des réserves s'ils avaient été des bons gestionnaires. Enfin, on nous dit sans arrêt, nous, on est des bons gestionnaires, faites-nous confiance. Bon, visiblement, ils n'ont pas mis d'argent de côté pendant les beaux jours. Enfin bon, je sais pas, ils n'ont peut-être pas lu La Cigale et la Fourmi de La Fontaine, mais ils n'ont pas mis d'argent de côté. Donc effectivement, il y a un problème, parce qu'autrement, ils pourraient faire le dos rond un petit peu, le temps de voir venir, parce qu'effectivement, il y a une petite difficulté conjoncturelle qui est réelle. Alors merci Kevin pour tous ces éclaircissements, puisque ça nous permet quand même d'aller plus loin dans notre débat, dans notre exposé, puisqu'on voit bien bien qu'il y ait en fait effectivement des éléments un peu problématiques au sein du contexte économique. Il y a une vraie volonté que d'être confronté à ces sujets aujourd'hui, c'est-à-dire, on l'a dit, de ne pas avoir mis en place les éléments nécessaires pour pouvoir faire les investissements, tout en sachant que les moyens nécessaires à ces mêmes investissements existent toujours. C'est peut-être moins large qu'auparavant, mais ils existent toujours. Donc il y a bien une velléité qui est liée à un positionnement du patronat, on va être clair, qui en profite aussi pour se servir d'un certain nombre de prétextes. Cette situation économique est un prétexte pour le patronat pour pouvoir dévisser. Alors sur l'emploi, on l'a dit, dans les bureaux d'études, on le voit, le numérique est aujourd'hui concerné par des ruptures conventionnelles collectives importantes, en tout cas avec beaucoup d'emplois qui devraient être supprimés. Quand on regarde les résultats du numérique, on voit que, à part l'année passée, pour le reste, ils ont toujours été sur des niveaux de croissance supérieurs à 2%. Donc, c'est un vrai choix du patronat que de s'appuyer sur l'emploi. Mais pas seulement c'est un choix, mais c'est aussi une offensive,
notamment sur ce qu'on appelle le contrat au sein de l'entreprise et sur les fondamentaux que sont l'emploi, la rémunération et le temps de travail. On le sait, nous on négocie en branche au niveau des fédérations, on négocie dans les branches puisqu'on établit des minima conventionnels. On le voit dans les bureaux d'études, bien qu'ils aient eu des années, notamment après le Covid, de croissance assez importante. L'année dernière, ils ont refusé la négociation en réalité, ce qui fait qu'il y a eu, entre guillemets, une année blanche. Il y a eu juste 20 € par niveau qui ont été concédés, qui venaient d'un précédent accord, donc qu'ils ont respecté, mais sans plus. Et cette année, on voit bien que tous les argumentaires sur les difficultés économiques sont mis en avant, même si ces difficultés ne sont pas nécessairement avérées dans les résultats. Et on observe aussi ce que tu as d'ailleurs mentionné tout à l'heure, la question de l'intelligence artificielle, très liée d'ailleurs aux activités américaines, avec des grosses boîtes américaines qui ont peu de salariés. C'est quand même aussi un des modèles du secteur que d'avoir des très grosses boîtes qui ont très très peu de salariés, qui passent par des prestataires plutôt dans des pays à bas coût et puis quelques intermédiaires comme ça en France. Et on voit que l'intelligence artificielle est devenu en fait un argument de poids pour pouvoir prétexter à des licenciements. Alors même s'ils ne sont pas formulés comme ça dans les plans qui sont proposés, on le voit, Téléperformance et tout le secteur de la prestation, des services autour des centres d'appel connaissent aujourd'hui une forte restriction sur l'emploi. Téléperformance a beaucoup fermé de postes en France. Une partie a été déployée aux Philippines, mais une partie seulement. On le voit aussi, il y a un certain nombre comme ça de transformations des métiers qui sont attendus et où on prétexte de cette introduction de l'intelligence artificielle pour supprimer des postes. Pour autant, quand on regarde au niveau macroéconomique, on a quand même du mal à identifier une direction des investissements. Alors certes, le secteur du numérique, vu que c'est eux qui vendent les solutions aux autres entreprises, on commence à développer et à investir. Mais on voit que la déferlante de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est beaucoup l'intelligence artificielle générative qui sert beaucoup d'assistants et qui est amenée par les salariés eux-mêmes ou elles-mêmes dans leur quotidien de travail et que cela va avoir un fort impact sans qu'on puisse le chiffrer. Donc on sait que là-dessus, il y a un vrai sujet. Et juste, je pose la question, est-ce que vous avez pu identifier des tendances d'investissement? Parce que nous, les informations qu'on nous donne montrent qu'il n'y a pas vraiment d'éléments. Donc, tu fais non de la tête. Je ne vais pas te Donc, OK. Donc voilà, ça va être quand même un très, très gros sujet. À la fédération, on travaille beaucoup sur ces thèmes-là et on essaie de suivre parce qu'on sait que tous les métiers vont être transformés. Maintenant, l'argument qui consiste à dire que l'intelligence artificielle va être déployée de manière massive dans tous les secteurs, partout, et que ça va remplacer les humains, est une information qui nous semble plus qu'erronée, puisque de toute façon, ça divise les travaux en vigueur actuellement. Et là-dessus, je te laisse intervenir. Mais juste un mot, ce que ça me fait penser, ce que tu dis est juste. Enfin, nous, on ne voit pas d'investissement massif. Quand on regarde même au niveau international, il n'y a pas d'investissement massif des entreprises dans l'IA. Il y en a, mais ce n'est pas massif. Il y a des investissements massifs, comme on le disait, dans les data centers, dans l'énergie aussi, pour supporter une vision de l'IA. Enfin, on le sait, l'État français, il nous dit on va, je crois, à 2035, c'est dans la stratégie bas carbone, vers 40 TWh pour l'intelligence artificielle. Bon, RTE dit dans son meilleur scénario, 10 TWh dans le meilleur scénario. Donc on voit déjà, il y a quand même un décalage aussi entre l'optimisme de l'État et la version optimiste de RTE qui est beaucoup plus pessimiste et qui sera sans doute en dessous de ça, puisque comme je disais, c'est la version optimiste. Bon, voilà, il y a sans doute pas ça va changer beaucoup de choses, mais surtout, ça serait aussi le moyen pour, si on était dans une dynamique, par exemple, de décarbonation, de transformer un certain nombre de métiers, par exemple de téléconseil. Je pense par exemple dans l'énergie. Moi, j'en intervenais il n'y a pas très longtemps dans une grosse boîte de l'énergie qui, pareil, supprime massivement leurs services téléphoniques en disant oui, mais les gens, ils cherchent plus, ils cherchent direct sur Internet, ils demandent à l'IA, ils n'ont plus besoin d'appeler. Donc ils appellent moins, donc on supprime. Bon, ok, peut-être que les gens appellent moins, mais du coup, est-ce que le métier ne devrait pas se transformer pour être plus dans une démarche aussi de conseil sur quel type de chaudière il faut, sur quel type d'achat il faut faire. Enfin, il y a quand même des besoins de conseils à la population. Alors oui, que le métier change aussi parce qu'un certain nombre de choses sont remplies par l'IA ou d'autres moyens d'ailleurs que l'IA, certainement. Est-ce qu'il y a besoin de moins d'humains vu l'ampleur des besoins de conseil?
Non, sans doute pas. Mais en fait, plutôt que de changer le métier, de faire des formations, de repenser l'organisation, c'est beaucoup plus simple de supprimer, de prendre l'argent et ainsi économiser pour le reverser aux actionnaires. Voilà, moi je pense que la réalité, elle est là. Notamment dans la transition énergétique, où là, il y a beaucoup besoin de conseils, mais dans d'autres domaines, dans le métier juridique, c'est la même chose aussi. Oui, on le voit en fait, il y a vraiment un sujet de transformation et d'évolution qui est réel. Pour autant, l'intelligence artificielle, en tout cas de ce que tu dis et de ce que nous on a comme élément pour le moment, est quand même aujourd'hui un prétexte à faire le sale boulot pour couper, dans le vif, un certain nombre, de postes, voire tout simplement pour gérer des problématiques de gestion du personnel et de gestion de carrière que fait assez peu de toute façon, le patronat des bureaux d'études qui est quand même connu pour pratiquer plutôt le jeunisme. C'est-à-dire en gros, vous avez un peu d'expérience, vous êtes prié de partir soit chez le donneur d'ordre, soit à la concurrence si vous voulez voir votre salaire, progresser et puis on prend des jeunes, sur lesquels on fait une plus grosse marge. C'est quelque chose de connu et qui pourra être un petit peu, quand même touché par l'évolution de l'intelligence artificielle puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, si l'intelligence artificielle à elle seule, en tout cas, peut réaliser, beaucoup de travaux, simultanément, il y a un vrai besoin de contrôle, de relecture, de surveillance contre toutes les hallucinations. Donc il y a quand même une forme d'incertitude, qui est réelle, mais qui change aussi un peu, la nature et peut-être que le jeunisme justement, vient impacter ici la problématique d'avoir un petit peu d'expérience parce que pour pouvoir contrôler et corriger, il faut avoir un peu d'expérience. Mais bon, pour le moment, on en est encore à, chercher un peu, où sont les grandes tendances qu'on n'arrive pas à déterminer parce qu'effectivement, tu l'as dit, les investissements existent, mais ils sont à la fois étatiques, ils peuvent venir aussi de la Commission européenne et ça se croise, avec, les différents intérêts. Mais on le voit, hein, tous ces sujets, relèvent quand même d'une forte offensive patronale. Alors je dis patronale, on pourrait dire capitaliste, puisque là, on voit bien que dans les secteurs, comme le numérique, les relations internationales ont quand même, un impact important. Et donc cette offensive patronale, on disait, hein, il y a le problème de l'emploi, il y a un problème des salaires, qui est une problématique ancienne en France, qui n'a cessé de s'aggraver, notamment avec la période inflationniste, mais pas seulement, hein. Déjà, de toute façon, avant la crise inflationniste, on avait déjà remarqué que depuis le milieu des années 90, on avait plutôt tendance à voir le niveau de salaire baisser en mesuré en termes de pouvoir d'achat en réalité. C'est de l'évolution sur du long terme. Mais on voit aussi qu'il y a eu beaucoup d'attaques j'allais dire les 35 heures, j'avançais un peu trop vite, mais sur le temps de travail. Alors les 35 heures ont été un catalyseur pour pouvoir critiquer à tout va toutes les mesures de baisse du temps de travail qui étaient mises en place, mais surtout aussi pour attaquer l'organisation du travail et du temps de travail pour pouvoir offrir une plus grande flexibilité, je mets bien entre guillemets, aux employeurs. Et la vraie difficulté, elle est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fortement utilisé parce qu'un certain nombre de salariés voient des jours de congés supplémentaires sans mesurer l'impact sur le floutage des équilibres entre vie privée et vie professionnelle, sans mesurer l'impact de ce que ça représente, notamment en termes de décompte du temps de travail et donc des heures supplémentaires, et sur tout ce qui relève de l'organisation et de la coordination des uns avec des autres. Alors on le voit, ça fait partie aussi de nos grosses actualités, hein, et ça touche globalement les conditions de travail. On l'a vu, Ubisoft, il y a eu beaucoup de grévistes parce qu'ils tentent de supprimer le télétravail, alors même que certains salariés ont été recrutés parce qu'ils étaient en télétravail, que ça leur permettait de vivre ailleurs que dans les grandes métropoles où, il faut quand même être honnête aujourd'hui, il est difficile de se loger, notamment pour les plus jeunes qui ont des salaires plus bas, ce qui permettait quand même une qualité de vie supérieure, leur imputant même parfois, en tout cas je parle pour Ubisoft, la responsabilité des échecs ou semi-échecs commerciaux d'un certain nombre de produits. Donc tout ceci est utilisé, donc on a effectivement vu quand même une forte mobilisation sur le télétravail, mais pas seulement, on le voit, hein, sur la question des forfaits du temps de travail, et Marc est là pour en parler plus précisément avec nous. On voit une extension des forfaits et on voit surtout une tentative de ne plus avoir de limite sur le temps de travail qui conduit en fait à des vrais problèmes de santé au travail par la suite. Alors, pour nous parler de ces sujets, nous avons donc demandé à notre camarade Marc de venir nous rejoindre. Il est sur ces sujets depuis un certain temps. Il est très actif sur cette problématique et il travaille dans une
dans une très grosse boîte qui a pignon sur rue, qui fait de l'audit, parfois qui est le commissaire aux comptes d'un certain nombre de très grandes entreprises publiques elles-mêmes et qui est donc confronté à ces types de problématiques. Marc, est-ce que tu peux nous toucher, nous faire un petit rappel de l'histoire un peu de ton combat au sein de d'EY concernant le temps de travail et pour nous dire ce que ça donne aujourd'hui où on voit une offensive patronale renouvelée en la matière. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Céline. Je pense que aujourd'hui en France, on a un capitalisme qui est d'une part sous subvention publique, dont on a discuté, et de l'autre côté, un capitalisme français qui utilise aujourd'hui le forfait jour comme un effet d'aubaine. On a aujourd'hui un cinquième du salariat français qui est en forfait jour. C'est 5 à 6 millions de salariés qui, de facto, n'ont pas de contrôle du temps de travail. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça pose des questions de santé publique, ça pose des questions de salaire, ça pose des questions d'équilibre vie pro, vie perso. Je citerai également dans cette offensive plus globale qui existe aujourd'hui sur ce sujet-là, l'initiative de la Commission européenne du 28e régime, ou EU Inc., qui est utilisée aujourd'hui pour créer un régime de droit qui transcendra les régimes nationaux. Donc on pourra bientôt détruire les 35 heures comme cadre français de temps de travail. Globalement, ça signifie qu'il y a effectivement une offensive du patronat français, mais également européen, sur ce sujet-là, pour pouvoir grignoter sur les salariés de la rentabilité complémentaire. Et ça, c'est extrêmement problématique. Il y a une vraie dynamique de bascule vers le forfait jour d'un certain nombre de personnes et de cadres qui n'étaient pas intégrés dans ce système-là. On voit par exemple chez nous les juniors, donc des personnes qui sortaient d'école de commerce, donc il y avait 23, 24 ans, qui n'étaient pas concernés par ce forfait jour, qui ont été obligés de signer des contrats en forfait jour, qui de facto, d'une part, perdaient du salaire, perdait la défiscalisation des heures supplémentaires et également perdait la protection de la santé, évidemment, puisque le temps de travail est déplafonné en droit français depuis les ordonnances travail, depuis 2016-2017. Il n'existe pas de plafonnement du temps de travail, ce qui signifie que de facto, on peut travailler 50, 60, 70 heures en France sans être payé. Et donc ça pose encore une fois de vrais sujets en termes de santé publique, parce que évidemment, ça crée des troubles à la santé, y compris chez les plus jeunes. Pour revenir sur notre combat chez EY, on l'a initié en 2019, quand effectivement on s'est rendu compte autour de nous que ce forfait jour n'était pas protecteur des salariés. On avait la chance, nous, dans notre convention collective, qu'il existait une limite théorique des 48 heures. Donc on avait demandé à l'application pratique de ces 48 heures. La direction nous a apposé évidemment une fin de non-recevoir, et il a été signé un accord dérogatoire à cette convention collective par le syndicat majoritaire de l'époque, en utilisant les ordonnances Macron qui permettent de déroger depuis 2017 aux conventions collectives, même si cet accord est défavorable versus le droit commun. Donc ça a été un peu le déclencheur, le catalyseur de notre lutte. Nous luttons depuis 2021 pour l'abandon de cet accord d'entreprise. Pour l'instant, nous arrivons à mobiliser les salariés avec, par exemple, un référendum qui a permis de révéler l'opinion des salariés avec plus de 40-45% de participation, et évidemment un raz-de-marée pour la demande de la restauration du temps de travail, de restauration de la limite hebdomadaire de temps de travail à 48 heures. Donc on continue cette lutte, qui est une lutte très importante et très symbolique de notre secteur pour la restauration de cette limite de temps de travail, et plus globalement pour la limitation et la réglementation du forfait jour. Alors, tu le mets en évidence, il y a quand même plusieurs sujets. Donc, la santé au travail qu'on a commencé aussi à percevoir, notamment avec le témoignage de Léo, qui montre bien qu'il y a quand même un retrait de l'État sur ces sujets-là. Mais par rapport à ce que tu dis, il y a quand même la problématique toujours de voir en fait des modèles évoluer. Et la question du forfait, tu l'as très bien dit, c'est finalement, on ne décompte plus le temps de travail, donc il n'y a plus la limitation.
mais il y a aussi toute la question de la rémunération et de ce qui est intrinsèque dans les contrats de travail, c'est j'échange du temps contre de l'argent. Je travaille un certain temps contre une somme d'argent. Aujourd'hui, tout ça quand même est de plus en plus attaqué, refoulé pour dire, alors j'ai envie de dire c'est du travail à la tâche, donc je sais que les plus sérieux d'entre nous me diraient, il y a quand même des petites choses qui ne vont pas dans le raisonnement, mais on n'est quand même pas si loin d'un retour au travail à la tâche quand on réfléchit sur ces grandes tendances. Et ça m'amène à un autre sujet, un autre sujet qui est totalement lié hein, sur cette offensive patronale, c'est qu'on voit que pour se desserrer en fait de tous les étaux un peu juridiques qui pouvaient par ailleurs être protecteurs sur la santé, mais aussi sur l'équilibre dans le contrat, parce que rappelons-le, hein, c'est quand même un employeur qui a du pouvoir sur des salariés, c'est pas le sens contraire. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans certains médias mainstream qui adorent caricaturer les actions, notamment syndicales. Mais enfin, quand même, juste pour l'information, au mois de janvier, nous avons été invités à venir auprès de l'inspection du travail pour discuter du travail indépendant. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait une très forte progression du travail indépendant. Alors que ce soit sous la forme du portage salarial, que ce soit sous la forme du travail indépendant, de l'explosion du nombre d'auto-entrepreneurs, on voit de plus en plus d'entreprises et de grands groupes privilégier des contrats comme ça avec des personnes qui sont en réalité pas aussi solides qu'on ne le prétend, en tout cas en tant que dirigeant d'entreprise, puisqu'en fait ce sont des freelances qui sont là pour absorber à la fois les aléas économiques, à la fois les aléas liés au carnet de commandes, ne plus avoir besoin de compter leur temps de travail. Et en fait, cette population progresse. Alors, bien évidemment, vous vous doutez que le patronat dont nous, on dépend, c'est quand même un patronat, j'ai envie de dire CAC 40, qui sait se défendre, qui sait envoyer les bonnes personnes. Donc, même si l'inspection du travail s'est beaucoup inquiétée de la progression de cette forme de contrat, quand même, il nous a été dit que bon, on ferait beaucoup d'efforts pour aller surveiller ce qui se passe chez les intermittents du spectacle et dans l'événementiel. Pas trop encore dans nos secteurs à nous, même si on sait que c'est une vraie condition pour certains salariés que de se maintenir dans l'emploi, en tout cas dans leur cœur de métier, que d'être obligé de passer par ces statuts-là plutôt que le statut de salarié, pour la bonne et simple raison que sinon, ils ne sont pas embauchés. C'est aussi le cas d'ailleurs dans des très grands groupes des télécoms qui commencent de plus en plus à préférer passer par des prestataires, avoir plein de formes de contrats différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié aussi aux nouvelles technologies notamment, où on a des profils très élevés qu'on n'a pas envie d'avoir à temps plein dans l'entreprise parce que, eh bien, il y a quand même quelque chose, et là je renvoie quand même à ce que disait une sociologue sur notamment ce qui se passe au niveau patronal et des offensives patronales, c'est de pouvoir contrôler un maximum ce qui se passe sur le temps de travail, de telle sorte que chaque heure, en fait, soit quelque chose de rentable. Donc, ça revient quand même aussi sur tout ce qui est la mise à disposition des salariés. On signe un contrat, on est censé bosser pour l'entreprise, mais enfin, on ne vient pas mesurer et faire tout le travail de reporting et de calcul pour être sûr que chaque minute soit rentable et revendue. Et ça met une très forte pression sur les salariés en termes de productivité, et on le voit de toute façon sur les expériences récentes, quand bien même toutes les technologies aident à mesurer cela, on n'arrive plus non plus à étendre cette productivité telle qu'on a pu le faire auparavant. Et je pense que c'est Dominique Méda, mais je n'en suis pas sûre, pour vous citer la sociologue. Donc, en tout cas, merci Marc pour ce petit état des lieux. Je propose quand même que avant de clore ce podcast, on revienne sur les actions qui sont et les mobilisations au sein de la fédération. Donc, on l'a vu, hein, il y a des pertes d'emploi, donc une mobilisation des camarades de ce secteur plus particulièrement, mais aussi d'un certain nombre de salariés. Hein, ça a été le cas d'Ubisoft que j'ai déjà cité. Mais on sait en fait qu'il y a des actions qui sont menées aujourd'hui par rapport à cela pour eh bien, défendre et proposer des projets alternatifs. Donc, Marc, quelle est la suite envisagée pour les actions concernant eh bien, toujours cette lutte sur le temps de travail chez EY? Eh bien, nous, on est rentré en négociation avec la direction sur ce sujet-là pour obtenir la limitation du temps de travail. Évidemment, si nous n'arrivons pas à obtenir gain de cause, nous escaladerons le rapport de force et nous imaginerons évidemment des actions de grève pour permettre d'obtenir gain de cause sur ce sujet-là.
Ok, merci. Et là, je vais me tourner aussi plus particulièrement vers Léo, qui dépend aussi de notre secteur et qui travaille beaucoup, il l'a dit, avec d'autres agences de l'État qui ne sont pas nécessairement affiliées à notre fédération, mais il y a quand même une espèce de collectif qui s'est monté, en tout cas autour de ces sujets, à travers les agences et puis d'autres organisations qui dépendent des financements de l'État. Mais je te laisse la parole pour pouvoir nous exposer plus avant les luttes à venir. Et Marc, il a dit les termes, il s'agit bien de construire un rapport de force. Nous, ça fait des années qu'on se mobilise devant le conseil régional, qu'on fait grève, qu'on manifeste, et finalement, à part Valérie Pécresse, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Et c'est exactement pareil dans les autres agences. C'est-à-dire que là, depuis le mois de décembre, au vu de l'ampleur des attaques, il y a énormément de mouvements de grève, énormément d'assemblées générales, de manifestations pour protester contre ces attaques sans précédent. On sait que en décembre, c'est les camarades de Météo France qui étaient en grève. On a eu les camarades de l'IGN, l'Institut géographique national. On a les camarades du Muséum d'histoire naturelle à Paris qui sont également en grève. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur faire une petite dédicace. Et surtout, allez les voir, c'est au Muséum d'histoire naturelle. Il faut aller les soutenir absolument. Donc il y a des choses qui se font. Le problème, c'est qu'on ne représente pas grand monde. Ce qu'on fait est important, mais ça ne va pas défrayer la chronique. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire un rapport de force à partir de ça? Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de capacité de blocage particulièrement importante pour se faire entendre, alors même que nos métiers y sont essentiels? Nous, on a eu un élément de réflexion par rapport à ça. On a décidé lors d'une assemblée générale, c'était le 26 novembre dernier, de créer le collectif des agences en lutte. C'est un truc hyper informel. C'est-à-dire que c'est absolument pas venu d'en haut, ça résulte vraiment d'une volonté d'auto-organisation à la base. On est une quinzaine d'agences de l'écologie, du sanitaire, du social. On a bien sûr, je les ai cités tout à l'heure, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On a les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui en ce moment se mobilisent comme des diables parce que Bercy et le ministère de la Transition écologique ont décidé de les faire disparaître. Ils étaient en manifestation lundi dernier devant la préfecture de Gironde à Bordeaux. Toutes ces personnes-là nous ont rejoints et on a décidé de signer un pacte de solidarité, c'est-à-dire que dès lors qu'une de nos structures se ferait attaquer, eh ben on mettrait tout en œuvre pour la défendre. Collectivement, il faut rajouter un cadre collectif pour se faire entendre et pour parvenir à construire un rapport de force. Donc, quelle forme ça va prendre dans les prochains mois, ça on ne sait pas, mais on a décidé de protester contre les conséquences de ce budget 2026 qui sont absolument abominables. On a décidé de protester contre la destruction de nos outils et toutes les conséquences. On a décidé aussi de protester contre le dévoiement de nos activités. Donc on verra quelle forme ça prendra. C'est sûr qu'il va y avoir du mouvement à Santé publique France prochainement. Donc comment ce collectif des agences en lutte va pouvoir donner de la force à nos camarades? Je pense qu'on va pouvoir peut-être venir en AG, les soutenir et leur dire en fait vous n'êtes pas seuls et il y a une cohérence politique dans ce que vous subissez. Donc il est normal que puisqu'on se fait tous dézinguer de la même manière et pour les mêmes raisons, il faut se défendre de la même manière, pour les mêmes raisons et collectivement. Et je pense que c'est d'autant plus important que finalement la conclusion de ce podcast, c'est quoi? C'est que la situation est dramatique. Mais que si on se contente de dire que c'est dramatique, on n'est pas des syndicalistes, la famille. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Parce que les gens, ils ont besoin de solutions. Ils ont besoin de trouver un espoir dans tout ça. Et c'est sûr que l'alternative qu'on nous propose, c'est quoi? C'est de servir de chair à canon. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que ça créerait des emplois ou pas? Pour moi, c'est pas la question. Et il faut vraiment être ferme par rapport à ça. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, ils ont des problèmes dans leur industrie automobile. Et donc ils se posent la question, ils se disent, après tout, l'armement, pourquoi pas? Non, parce que l'armement, c'est pas les emplois de demain. L'armement, c'est tes fils qui vont servir de chair à canon si tu te bouges pas. Et je pense que là, depuis le début de l'année 2026, on sera tous d'accord pour dire que on n'est pas dans une décroissance des conflits à l'échelle mondiale. On vient de bombarder l'Iran. Donc c'est sûr que ce cadre collectif, moi j'encourage vraiment les camarades à le mettre en place partout. Et ça peut se faire de manière informelle ou pas d'ailleurs. Nous, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a pris nos téléphones, on s'est envoyé des mails, on a dit, nous, il nous arrive ça dans notre agence, est-ce que vous, c'est pareil? Oui, alors pourquoi est-ce qu'on ne se défendrait pas collectivement? Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. C'est la seule source d'espoir que je constate. Ok.
Merci Léo. Et bonne journée. C'est-à-dire que la conclusion du podcast, c'est que la situation est dramatique. C'est un peu dur, très peu porteur d'espoir quand même. Mais je pense que tu as raison. Le constat est quand même assez négatif. On voit bien que les attaques fusent dans tous les sens et que le contexte est quand même difficile, notamment pour créer le rapport de force. Mais il n'en demeure pas moins que c'est seulement à travers en fait la capacité qu'on aura à s'organiser collectivement qu'on pourra imposer quand même des évolutions sur ce que l'on rencontre actuellement et que cette construction, elle est nécessairement élargie. Elle ne peut pas s'appuyer que sur quelques secteurs, même si bien évidemment, que ce soit dans les agences, chez EY, dans le secteur du numérique, dans le conseil, partout en fait la résistance doit s'organiser d'ores et déjà là où on est, ou là où on existe, là où les salariés sont présents, rencontrent des difficultés. Mais il y a effectivement un travail de fond à mener pour construire en fait collectivement avec d'autres au niveau européen, mais même au niveau international, des alternatives. La CGT est impliquée dans un certain nombre d'organisations et à ce titre, en fait, on pèse quand même beaucoup dans les débats, on investit ces sujets-là, mais il est réel aussi qu'on a face à nous une espèce d'alliance aujourd'hui marquée de violence, en fait, hein, parce que quand on voit toute la ligne Trump, les extrêmes droites, pas que en France, hein, le risque de l'extrême droite n'existe pas qu'en France. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà en fait basculé et on voit que les premiers à prendre, ce sont toujours les budgets sociaux, c'est toujours l'aide aux personnes qui travaillent, puisqu'on l'observe, c'est quand même plutôt contre les personnes que s'acharnent en règle générale les gouvernements d'extrême droite. Et on ne revient pas notamment sur les bombardements en Iran, mais enfin, la situation mondiale est quand même assez peu apaisée et on le voit, hein, le développement des conflits génère beaucoup d'avantages pour un très petit nombre de personnes qui se comptent en fait sur les doigts, qui peut se compter à peu près sur les doigts, c'est quelques grandes puissances, quelques gros milliardaires. Donc il nous appartient, certes, de constater que la situation est difficile, mais d'y apporter quand même aussi toute notre capacité à nous organiser et à faire collectif de ce point de vue. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre podcast aujourd'hui. Bien évidemment, nous reviendrons sur un certain nombre de sujets et nous invitons toutes et tous, avant de terminer, à aller voter pendant les élections municipales parce que pour faire barrage à l'extrême droite, le premier moyen, c'est quand même le bulletin de vote. Bonne fin de journée à toutes et tous.